Bonjour à toutes et tous. Merci à tout le monde d'être venu pour cette conférence qui concerne un sujet qui intéresse peu habituellement, c'est-à-dire Haïti et son histoire et plus généralement l'histoire de France, puisque la révolution haïtienne est directement liée à l'histoire de France et a une importance capitale dans l'histoire du monde en général et dans l'histoire du colonialisme, du décolonialisme et du néocolonialisme. Pour cette conférence aujourd'hui qui s'intitule 200 ans après la rançon de l'indépendance, quelle réparation ? J'ai le plaisir d'avoir avec moi Néhémie Pierre Dahomey, qui est écrivain, philosophe, poète, qui a écrit un livre sorti en 2021 qui s'appelle Combat. Et dans ce livre, dont l'histoire se passe en 1842, c'est le moment où Haïti subit les conséquences de cette dette scandaleuse, et donc c'est un roman mais fondé sur des faits réels. J'ai ensuite à ma gauche Jacques Nézy, politologue, enseignant-chercheur, docteur en sciences politiques, qui est lui aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Haïti, la fabrique d'une communauté de semblables, sorti l'année dernière. Et enfin, tout à ma gauche, Ruth Pierre, qui est auto-entrepreneur, cofondatrice du Haut Conseil pour le développement d'Haïti, qui est une association ici de la diaspora haïtienne qui valorise l'histoire et la culture d'Haïti et qui milite pour le droit des Haïtiens, et qui est également militante dans le 20e arrondissement pour le droit au logement. Et moi, je suis Gabrielle Catala, députée du Val d'Oise et présidente du groupe d'amitié France-Haïti à l'Assemblée nationale depuis 6 mois maintenant. Et j'ai vécu à Haïti, raison pour laquelle je m'intéresse particulièrement à ce pays et à son histoire. Alors pourquoi on a voulu organiser cette conférence ? Parce que cette année, c'est les 200 ans de cette rançon de l'indépendance, qu'on appelle aussi la double dette ou l'indemnité de l'indépendance. Et c'est une histoire qui est méconnue en France, qui est très peu enseignée, dont on n'entend jamais parler. Une histoire qui a longtemps été taboue pour la France, puisque la révolution haïtienne, c'est une humiliation pour la France. Les esclaves haïtiens ont vaincu Napoléon. Napoléon a perdu plus de monde à Haïti qu'à Waterloo. Donc Napoléon a été vaincu par une armée d'esclaves. Et parce que la révolution haïtienne a fait perdre à la France sa colonie la plus riche et la plus prospère, où en 1789, la France exploitait 500 000 esclaves à Haïti. Il y avait un demi-million de personnes qui vivaient à Haïti, donc 90% d'esclaves. Et l'anthropologue Michel Rolf-Trouillot parle de silenciation du passé, c'est-à-dire que cette histoire a toujours été occultée, mise de côté par honte et par volonté de ne pas regarder le passé en face. Et ça, ça a été en vigueur depuis toujours, puisque quand on regarde même l'histoire récente, la France se contente de faire quelques petits gestes mémoriels pour Toussaint Louverture, c'est-à-dire qu'on a eu son inscription au Panthéon, un discours de Macron en 2023, mais avant ça, on n'avait eu que des paroles, des insultes, des maladresses. La première, une récente en 2000, Chirac qui dit que Haïti n'a pas été à proprement parler une colonie française. En 2003, le président Jean-Bertrand Aristide, qui était le président d'Haïti, a réclamé à la France le remboursement de cette dette. Il avait chiffré au centime près. Il a demandé à la France de rendre 21,7 milliards de dollars. Et à cette époque-là, évidemment, la diplomatie française lui a rayonné en lui disant que c'était anachronique, mais Jacques Chirac avait quand même mis en place une commission qui était dirigée par Régis Debray. Ça s'appelait Comité indépendant de réflexion et de proposition sur les relations franco-haïtiennes. Dominique de Villepin, que certains pensent devenu de gauche, je rappelle que c'est un homme de droite qui avait dit, notamment à cette époque, que c'était un sujet réputé sans objet, et il n'avait donné aucun contenu mémorial à cette initiative. On a eu ensuite un ambassadeur de France qui a avoué au New York Times, qui était l'ambassadeur de France en Haïti à l'époque, qui avait dit qu'il ne fallait... Une des consignes de cette commission était de ne pas dire un mot allant dans le sens de la restitution ou de remboursement de cette dette. Cette commission
donc présidée par Régis Debray, elle a rendu un rapport en 2004 qui a été enterré et qui ne revenait pas du tout sur toute l'histoire de cette double dette et de cette rançon. Et le rapport s'était tenté de dire que la demande du président Aristide était anachronique et qu'il n'était pas question de rendre quoi que ce soit. Ensuite, nous avons eu Nicolas Sarkozy en 2010 qui s'est rendu en Haïti. C'était le premier chef d'État à se rendre en Haïti après le tremblement de terre qui a fait plus de 200 000 morts. Il est resté à Haïti 4 heures pour faire des annonces uniquement concentrées sur l'humanitaire, dire que la France allait donner plus de 350 millions d'euros à Haïti pour se reconstruire. On sait aujourd'hui que cette somme n'a pas complètement été décaissée par la France et il n'a fait à cette occasion-là aucune annonce. Et enfin, une maladresse de Hollande, évidemment, qui, en déplacement présidentiel dans les Caraïbes et notamment en Guadeloupe, avait dit que la France allait rembourser la dette. Alors là, j'ai relu des articles, on explique que certaines personnes pleuraient de bonheur parce que c'était incroyable de dire quelque chose pareil. Et évidemment, l'Élysée a rectifié quelques heures après via l'AFP en disant que Hollande ne parlait que de dette morale et finalement, lui aussi s'est concentré que d'annonces médiocres en parlant d'un don de 50 millions de dollars. Et donc, encore une fois, il a envisagé la relation entre la France et Haïti uniquement sur le point de vue de l'humanitaire, alors que les Haïtiens n'ont pas besoin de charité et d'humanitaire, mais ils ont besoin de justice. Et dernier dérapage en date, évidemment, novembre 2024, Emmanuel Macron, qui, s'adressant à une personne qu'il a interpellée lors d'un déplacement présidentiel, est allé dire « Là, franchement, c'est les Haïtiens qui ont tué Haïti, en laissant le narcotrafic. » Et là, ce qu'ils ont fait, le Premier ministre était super, je l'ai défendu, ils l'ont viré. C'est terrible, et moi, je ne peux pas le remplacer. Ils sont complètement cons. Ils n'auraient jamais dû le sortir. Le Premier ministre était formidable. Donc, il a traité l'ensemble du peuple haïtien en disant que les responsables, ceux qui ont limogé le Premier ministre de l'époque, étaient complètement cons. Et on y reviendra. La dernière prise de position en date évidemment du 25 avril 2025, qui est le communiqué officiel de la présidence sur le bicentenaire de cette rançon. Et donc ça a toujours été une succession de maladresses, d'approximations et de non-prise de décision pour ne pas voir la réalité en face. Parce que de quoi on parle quand on parle de cette rançon de l'indépendance? On parle d'un pays, Haïti, qui s'appelait à l'époque Saint-Domingue, qui, au début des années 1790, gagne contre l'occupant français. Gagne l'abolition de l'esclavage, que l'esclavage a été aboli d'abord à Saint-Domingue en 1793, avant d'être aboli par la Convention nationale le 4 février 1794, jour que nous proposons comme un jour férié. Nous souhaitons à la France insoumise que ce jour devienne un jour férié. C'est la première république qui a aboli l'esclavage. Et Napoléon, mécontent d'avoir perdu ensuite, au début des années 1800, sa colonie la plus riche, puisqu'Haïti, tout ce qu'on trouvait en France à cette époque, le sucre, le coton, le café, les bois précieux venaient d'Haïti, décide de réenvahir, il veut réenvahir Haïti, notamment pour y rétablir l'esclavage. Et sauf qu'il est battu dans une bataille très célèbre qu'on appelle la bataille de Vertières, du 18 novembre 1803, par l'armée d'esclaves. Et donc c'est la première fois, c'est la seule révolte d'esclaves au monde qui a réussi. Et Haïti proclame son indépendance le 1er janvier 1804. En relation à ce que je vous disais juste avant, la France n'est jamais allée à un seul anniversaire de l'indépendance, ni au centenaire de l'indépendance haïtienne, ni au bicentenaire. Et Haïti est mise de côté et finalement seule, puisque aucun pays au monde ne reconnaît son indépendance. Ni les États-Unis, ni les puissances, ni la France évidemment, ni les voisins européens. Et donc la France menace à plusieurs reprises de réenvahir Haïti. Elle veut le remettre dans son empire colonial. Elle envisage même d'en faire un protectorat. Et donc une méthode qui est trouvée, c'est de faire payer aux Haïtiens leur indépendance sous la menace des canons. C'est-à-dire, en 1825, on leur dit, en fait, soit vous payez une rançon, vous payez une indemnité aux anciens esclavagistes, soit on vous réenvahit. Et donc, à cette époque, le président haïtien s'appelle Jean-Pierre Boyer. En France, le roi est Charles X. Et il envoie donc le baron de Mâcon, qui est le baron chargé de dire au président Jean-Pierre Boyer, au président d'Haïti, qu'ils vont être réenvahis. Donc, sous la menace de 500 canons, on leur intime
d'accepter cette ordonnance de 1825. Et cette ordonnance, elle dit la chose suivante. Charles, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, voulant pourvoir à ce que réclame l'intérêt du commerce français, les malheurs des anciens colons de Saint-Domingue et l'état précaire des habitants actuels de cette île, nous avons ordonné et ordonnons la chose qui suit. Et c'est une ordonnance en 3 articles. Le premier article prévoit un régime préférentiel, évidemment, pour la France, tout ça est capitaliste et commercial, donc il prévoit que la partie française de Saint-Domingue, donc, qui est aujourd'hui Haïti, sera ouverte à tous les commerces avec des droits de douane réduits de moitié pour les navires et les commerçants français. Ensuite, l'article 2, il dit que les habitants actuels d'Haïti devront payer en 5 fois l'équivalent de 150 millions de francs or pour dédommager les anciens maîtres esclavagistes et leurs descendants. Et c'est là que c'est un fait inédit dans l'histoire, c'est que Haïti a finalement donné l'exemple de ce que c'est créer un système néocolonial où un pays obtient son indépendance, mais où il devient éternellement, économiquement dépendant de l'ancienne puissance coloniale de ses anciens colons. Et donc, Haïti, qui était à cette époque, il y avait toujours la même économie que l'économie qui s'était développée sous l'esclavage, c'est-à-dire une économie de la plantation, donc un pays composé en très grande majorité de paysans descendants d'esclaves extrêmement précaires, ont dû rembourser leurs anciens maîtres esclavagistes. Et donc le roi, il met en place une commission en 1826, et cette commission, il y a 20 000 personnes qui ont fait un dossier pour demander d'être dédommagées de la fin de l'esclavage à Haïti, de la décolonisation, de l'indépendance haïtienne. Et 12 000 dossiers ont été acceptés. C'est-à-dire qu'il y a 12 000 familles qui ont pu être indemnisées de la perte de leurs revenus liés à leur plantation et à la présence de leurs esclaves. Et pourquoi on parle de double dette ? Parce que Haïti ne pouvait évidemment pas payer des telles sommes en 5 décaissements. Et donc, tout était calculé, c'était voulu, pour payer, elle emprunte à des banques françaises, notamment à la Caisse des dépôts, qui reconnaît totalement cette histoire, ce n'est plus du tout tabou, ou encore au CIC, qui existe toujours aujourd'hui. Et donc le premier décaissement, qui était de 26 millions de francs, Haïti a dû emprunter 6 millions à la Caisse des dépôts pour donner 30 millions de francs, pour rembourser 30 millions de francs à la France. Tout ça, ça a évidemment pesé sur le paysan haïtien. On a des calculs aujourd'hui qui prouvent que sur tant de francs, de café, tant aller vers la France, etc. Et ça a permis à Paris de devenir une place de la bourse européenne, puisqu'ensuite ça a pu être spéculé, etc. Jacques reviendra là-dessus. Et donc, dès le début, Haïti ne peut pas payer de telles sommes. Donc en 1848, il y a un deuxième traité, le traité de l'amitié, qui réduit la dette à 90 millions de francs or. Mais il faut savoir qu'Haïti a payé pendant plus d'1 siècle cette dette et ses intérêts, et que non seulement lorsqu'on réactualise cette somme, on obtient ce que réclamait le président Jean-Bertrand Aristide, c'est-à-dire environ 21 milliards de dollars, mais il y a des économistes qui ont aussi calculé la perte de croissance économique, puisque cet argent aurait dû être investi dans des services publics, dans l'école, dans la santé, réinjecté dans l'économie, et donc d'autres économistes très pointus estiment aujourd'hui que ça représente une perte de 100 milliards de dollars pour Haïti. Qu'est-ce que c'est 21 milliards ou 30 milliards ? Parce qu'il y a des estimations différentes. Piketty, par exemple, parle de 30 milliards. 30 milliards, c'est pour nous la moitié du budget de l'éducation nationale, annuellement. C'est 3 fois le budget annuel du ministère de la Justice. C'est 1,5 fois le budget du ministère du Travail, par exemple. Pour Haïti, c'est une somme considérable. Des économistes ont réussi à finalement faire des estimations de ce que ça représentait au départ. Donc 150 millions de francs or, c'est environ 560 millions de dollars, mais ça c'est sans les intérêts. Avec les intérêts bancaires, etc., on arrive à des sommes beaucoup plus conséquentes. Mais aujourd'hui, la somme 30 milliards de dollars, si c'était remboursé aujourd'hui, c'est plus que le produit intérieur brut d'Haïti. La somme initiale, 150 millions de francs or, c'était 6 fois le budget annuel du pays. Donc c'est pour vous dire que pour Haïti, ce sont des sommes colossales. Et donc, pourquoi il faut parler de ce sujet-là ? Parce qu'il y a toujours eu des réclamations
de réparation, forcément. Et il y a une erreur qui est souvent faite en France de dire on demande de réparer l'esclavage. Non, c'est pas l'esclavage. C'est parce que l'esclavage, pareil, d'autres économistes ont essayé. On se dirait que c'est 100 000 milliards de dollars à rembourser, ce qui est évidemment impossible. Mais la réparation et le remboursement, c'est des choses qui sont très évoquées à la fois par la diaspora haïtienne en France, par les collectifs, par les associations et par les Haïtiens, évidemment, qui résident toujours en Haïti. Le président Aristide a posé le premier jalon en parlant dès 2004. Et là, le sujet est revenu cette année avec le bicentenaire de cette dette, puisque la France ne s'était jamais réellement prononcée sur le sujet. Et donc il fallait qu'elle le fasse, puisque c'est une injustice majeure dans l'histoire mondiale et dans l'histoire d'Haïti. Et M. Macron, qui devait faire une annonce, s'est finalement contenté, le 25 avril, d'un communiqué de presse qui est sorti dans l'après-midi, le 25 avril, où on trouve la phrase suivante. « Cette décision plaçait alors un prix sur la liberté d'une jeune nation qui était ainsi confrontée, dès sa constitution, à la force injuste de l'histoire, histoire avec un H majuscule. » Comme si c'était des forces supérieures et pas du tout la France monarchique, puis la France bonapartiste et enfin la France républicaine, qui avait décidé de plonger ce pays dans la pauvreté et de le fragiliser, ce qui a permis ensuite, pareil, Jacques y reviendra, aux Américains d'envahir à leur tour Haïti et de placer Haïti sous leur dépendance financière. Et donc nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On a déposé dès le début à l'Assemblée nationale une résolution pour que l'Assemblée nationale vote pour la première fois que la France doit réparer cette injustice majeure et qu'elle doit amorcer une nouvelle relation diplomatique avec Haïti fondée sur l'égalité entre nos deux peuples et le respect de la souveraineté haïtienne et pas juste parler d'humanitaire et de charité lorsqu'on parle d'Haïti. Cette résolution n'a pas été inscrite à l'ordre du jour. Elle a été signée par plusieurs groupes. Et fort heureusement, un autre groupe qui avait à cette époque une niche parlementaire alors que la nôtre était déjà passée, le groupe communiste, a pu lui inscrire une résolution qui parle même d'envisager le remboursement, qui a été votée à l'Assemblée nationale le 5 juin dernier. Donc c'est historique puisque c'était le premier vote de l'histoire en France sur l'idée qu'on doit réparer et restituer ou voire rembourser cette somme que la France monarchique a volée à un État souverain. Et depuis cette époque-là, le débat continue. On a eu d'autres tribunes, notamment Piketty qui a rappelé qu'on pouvait restituer cette somme, lui est favorable par exemple au remboursement. Pourquoi ? Parce que ce qui est souvent évoqué en France, c'est de dire de toute façon à qui on va rembourser cet argent puisque l'État haïtien est failli et qu'il est corrompu. Donc pourquoi on rendrait 30 milliards à un pays qui en ce moment n'a même pas de président de la République ou de gouvernement ou de député puisque c'est un conseil présidentiel de transition qui est à la manœuvre depuis 2021, depuis l'assassinat de Jovenel Moïse. Et donc Piketty rappelle qu'il y a des mécanismes, notamment un rapport publié en 2023 du Center for Reparation Research de l'université de Kingston en Jamaïque, qui dit qu'on peut finalement restituer la somme à un fonds souverain international qui ensuite serait chargé, par exemple, de l'investir dans des services publics pour la santé, pour l'école, pour les transports et pour tous les infrastructures qui devraient être conduites en Haïti. Voilà, je ne vais pas être plus longue. Mais on parle souvent, quand on parle de cette dette, de cette double dette, de cette rançon, du fardeau le plus odieux, de plus injuste de tous les temps. Et c'est pour ça qu'on voulait se réunir aujourd'hui. Donc je vais d'abord laisser la parole à Jacques Nézy qui va revenir sur les mécanismes de constitution de cette dette, comment elle a pu être acquittée par Haïti, comment l'État haïtien a fait face à tout ça et comment elle a fragilisé le pays haïtien. Puisqu'elle a permis ensuite à Haïti d'être envahi par les Américains en 1915, qui eux aussi se sont servis dans la banque centrale haïtienne et ont organisé un système de prédation des ressources naturelles d'Haïti. Ensuite, on verra avec Ruth Pierre ce qui est réclamé par le peuple haïtien et par la diaspora ici en France en matière de réparation ou de remboursement et les initiatives qui sont en cours et qui sont travaillées. Et on conclura avec Néhémie Pierre Dahomey qui reviendra lui aussi sur la réparation, la demande de remboursement et également évidemment le lien entre tout ce processus décolonial complètement raté puisque c'est un mécanisme finalement c'est ce qui a
préfigurer ce qu'est le néocolonialisme aujourd'hui, et le lien évidemment entre la dette haïtienne, la prédation de toutes les ressources haïtiennes, de toutes ces richesses, et le capitalisme. À savoir que j'aimerais ajouter une dernière chose. Quand on nous dit, souvent les Haïtiens vont vous répondre que parce que les Français vont dire oui, mais on n'a pas les moyens de vous rendre 30 milliards d'euros, 30 milliards de dollars ou d'euros, on les a pas. Et les Haïtiens vont répondre, mais nous aussi on n'avait pas les moyens en 1825. Voilà. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à Madame la députée Catala d'ailleurs d'avoir proposé ce sujet. Ce sujet est complètement occulté, ignoré dans l'opinion publique française, parce que très souvent on confond d'abord Haïti avec Tahiti. Ne parlons pas de cette histoire méconnue, occultée, mais à souhait, parce qu'il s'agit d'une histoire qui ranime les tensions, les passions entre la France et Haïti. D'abord, tout a commencé par la victoire de l'armée indigène haïtienne, composée d'anciens esclaves, et qui a vaincu l'une des armées les plus fortes du monde à l'époque, l'armée de Napoléon. Donc c'est pas pour rien que la défaite de Napoléon est occultée. Alors je compte revenir sur deux termes de cette présentation, la rançon de l'indépendance haïtienne, c'est-à-dire que on sait très bien qu'il s'agit d'anciens esclaves qui se sont battus pour la liberté, et ça a commencé même depuis la traversée, puisqu'on sait très bien ce sont des anciens esclaves arrachés de l'Afrique et qui ont traversé la mer pour atterrir sur les côtes de la Caraïbe, Haïti. Et depuis la traversée, ils se sont révoltés. Mais cette révolte prend un essor particulier à partir du 14 août 1791 et qui va aboutir à ce qu'on appelle l'insurrection générale des esclaves, plus tard 1793, et qui va culminer par la grande bataille, la bataille de Vertières, où plus de 25 000 hommes français ont été déployés donc, au Cap Haïtien, notamment dans le Nord. Alors le temps de la réparation, assez souvent, réparation, on peut aussi inclure la restitution. La restitution de quoi? De cette somme importante qui a été exigée par Charles X, et de quelle manière? Puisque c'est l'escadrille de 15 navires et dotée de 500 canons qui ont exigé au président Boyer à l'époque de verser cette somme importante. C'est que le roi Charles X déjà a envisagé une ordonnance, c'est-à-dire un acte d'autorité, et qui fait mine de ne pas reconnaître la souveraineté d'Haïti. D'ailleurs, même dans le traité qui a été lu tout à l'heure par la députée Catala, il parle pas d'Haïtiens, mais il parle de la partie française de Saint-Domingue. C'est que le roi Charles X n'a pas reconnu l'indépendance haïtienne, mais tout au moins soumet la reconnaissance de cette indépendance au versement de 150 millions de francs or. 150 millions de francs or qui répond aussi à une forte demande des anciens colons et qui réclamait une indemnisation après avoir perdu les esclaves, également les moyens de production. Mais ce qui est choquant dans l'histoire, ou ce qui soulève la curiosité, c'est que ces esclaves se sont battus pour leur liberté. Voilà, ils sont obligés de payer encore une fois pour accéder à cette liberté. Alors j'insiste sur les mécanismes de reproduction de cet ordre colonial. Non seulement le traité du 17 avril 1825 reconnaît des privilèges à la France, c'est-à-dire la France doit avoir une réduction de 50% des droits de douane sur tout commerce qu'elle aura fait avec Haïti. Et puis deuxièmement, c'est qu'elle a des prix préférentiels sur les exportations des biens. Et parallèlement, le versement de 150 millions. Alors, qui a profité, je vais aller très vite, qui a profité de l'indemnité? Il y a d'abord les anciens colons, puisque il y a aussi les créanciers des colons, puisqu'on sait que les colons aussi se sont endettés pour fructifier les moyens de production qu'ils avaient à Saint-Domingue, c'est-à-dire à Haïti. Il y a aussi les souscripteurs, c'est-à-dire ceux qui ont permis à l'État haïtien d'avoir accès à ces fonds. Et puis il y a les intermédiaires financiers, ce sont les plus gros gagnants de cette opération. Les intermédiaires, puisqu'ils
il touche des commissions bancaires assez importantes. Tel est le cas, par exemple, de Jacques Lafitte, ancien banquier, 1814-1820, qui s'est fait rembourser par Haïti 1000 obligations au prix de 1000 francs en 1832, alors que ces obligations étaient cotées à 220 francs. Et puis, il y a l'État français. L'État français aussi, puisque à un moment donné, l'État français a apporté un soutien, par exemple, aux fils d'anciens colons qui étaient obligés de fuir et de rentrer en catastrophe en France, et que l'État français leur apportait un soutien financier. À partir de cette indemnité, donc l'État français s'est complètement désengagé. Mais ce qui est important, c'est le coût de la dette et le coût des échéances. Parce que quand Haïti a signé ce traité, le couteau sous la gorge, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait 15 navires de guerre qui menaçaient de bombarder Port-au-Prince si le roi Charles X ne signait pas, et doté de 500 canons. Donc le roi Charles X s'empressait de signer. Mais en même temps, l'émissaire spécial, comme ça a été souligné tout à l'heure par Madame la députée Catala Mako, fait comprendre au roi Charles X, il suffit de signer, après on va renégocier. Parce que Mako, lui, est un émissaire assez malin, rusé. Ce qu'il voulait, c'est quand même la signature. Et en même temps, il fait comprendre à Charles X, si vous signez tout de suite, même la France pourrait aussi vous donner la possibilité d'avoir accès à ces fonds, c'est-à-dire de faciliter vos échanges avec des banquiers français, d'où 3 émissaires haïtiens ont donc accompagné Mako pour entrer en France et rencontrer la Caisse des dépôts et consignations. Alors déjà pour payer la première tranche, 30 millions, donc Haïti a dû s'endetter et à un taux de 6%. Et donc, Haïti a pu avoir 24 millions des 30 millions et ces 24 millions sont versés à la France. En 1875, Haïti va s'endetter une nouvelle fois, 34 millions et à un taux de 8% et 21 millions versés à l'État français. Toujours en 1875, 23 millions ont été empruntés à un taux d'intérêt de 5% et 21 millions versés à l'État français. Et puis en 1896, 50 millions de francs à un taux d'intérêt de 6%, dont 38 millions versés à l'État français. Et puis, arrivé à un moment donné, Haïti ne pouvait plus, n'avait pas assez de reins solides, parce que les mauvais calculs qu'ils ont faits, ils pensaient que, certes, Haïti, c'était la plus riche colonie française, qui correspondait à un quart du produit intérieur brut français, mais au moment de l'esclavage. Mais après l'esclavage, il faut voir aussi que les anciens esclaves ne voulaient plus travailler. Et puis, étant donné la stratégie de guerre, c'était mettre le feu aux habitations, aux usines de production, donc les moyens de production étaient complètement à plat. Donc on ne pouvait plus s'attendre à avoir le même produit intérieur brut. De ce qui fait Haïti ne pouvait plus payer. En 1910, un emprunt encore de 60 millions de francs à un taux d'intérêt de 5% et 45 millions versés à l'État français. Alors vous observez qu'à chaque fois, il y a des commissions importantes et que les intermédiaires financiers gagnent énormément sur ces transactions financières. Et que là, arrivé à un moment donné, 1915, les Américains vont intervenir en Haïti, puisque la doctrine de Monroe, l'Amérique aux Américains. Alors pour faire court, c'est que quand Haïti a eu son indépendance, en 1804, eh bien, Napoléon a dû vendre la Louisiane, puisque comme en allant en Haïti, c'était toujours intéressant pour l'Empire français. Et les Américains ont mis beaucoup de pression sur la France, donc la France a dû vendre la Louisiane. Et puis, et en même temps, les Américains font tout avec les Anglais pour empêcher la reconstruction de l'Empire français. Ce qui fait la reconnaissance de l'indépendance haïtienne, ou tout au moins la proclamation de l'indépendance haïtienne, était une aubaine pour les Américains qui voyaient mal l'Empire français. D'où la doctrine de Monroe 1823, l'Amérique aux Américains, une façon de dire aux Français de ne plus remettre les pieds en Amérique. Et en même temps, pour confirmer ce précaré que les Américains exercent sur Haïti, ils vont intervenir en Haïti en 1915-1934. Et non seulement les Américains vont intervenir, mais ils vont voler 500 000 dollars qui étaient dans les caisses de la Banque nationale de la République d'Haïti. Et les États-Unis vont reconfigurer la structure de l'économie haïtienne et va donc participer de sorte que
en mettant à Haïti, là encore, 50 millions, en prêtant à Haïti 50 millions de dollars pour poursuivre les transactions que Haïti, la dette, pour poursuivre l'indemnité qu'Haïti devait à la France. Et puis dans tout ça, c'est qu'arrivé un moment donné, même les Haïtiens vont être mis à contribution et que Haïti va donc payer la dette jusqu'en 1947. Donc on est parti de 1825 à 1947. Donc c'est dire que cette dette a obéré complètement les potentialités économiques de l'île pour une jeune nation, puisque contrainte de payer, mais en même temps, Haïti ne pouvait plus prétendre à investir dans les infrastructures, par exemple dans les secteurs de l'éducation, puisque Dessalines, le premier chef d'État haïtien, se contentait de construire des forts, puisque à tout moment, il pensait que les Français pouvaient revenir sur l'île. Donc il y avait une politique de fortification, ce qui a obéré complètement la capacité de l'île. La dette a également obéré l'épanouissement des générations d'Haïtiens, comme je vous l'ai dit, depuis la Restauration jusqu'à la Troisième République. La dette confine les Haïtiens dans un espace épuisé par les guerres de libération nationale et dont les populations ont hérité, et alors qu'elles se sont acquittées du prix démographique et du prix du sang. La dette a également entaché désormais la construction d'un État capable d'assurer des garanties de services publics à ses habitants, l'école, la santé et la sécurité. Et ce qui fait donc que c'est la responsabilité du système néocolonial qui ne peut pas être banalisé dans la mécanique de banalisation, de trivialisation de ce développement d'Haïti. Donc, il est donc difficile pour une jeune nation d'aspirer au développement si les capitaux sont captés par des milliers de bénéficiaires et de quelques banquiers au détriment de possibles investissements en faveur de la population haïtienne. Donc, d'où la nécessité d'ouvrir cette page de restitution. Tout à l'heure, ça a été souligné qu'il y a une demande de restitution qui a été faite par Haïti en 2004 par Jean-Bertrand Aristide, mais qui a été évincé du pouvoir. Mais on peut dire que les relations sont beaucoup plus apaisées. Certes, le président français a fait une déclaration le 25 avril dernier, mais une déclaration assez prudente, très timide, puisque cette déclaration fait l'impasse sur deux grandes vérités. Est-ce que la France reconnaît cette somme, 150 millions de francs, qui correspond aujourd'hui à plus de 21 milliards selon les spécialistes, les économistes? Est-ce que la France accepte de verser ce fonds? Pour le moment, le président français ne s'est pas encore prononcé là-dessus. Et pour gagner du temps, il a créé une commission. On sait très bien que, bon, à la fin de son mandat, sans doute et cette commission est en train de travailler là-dessus avec toutes les difficultés que cela impose. Haïti a également créé une commission de son côté. La France, le président français a nommé un diplomate historien. Donc, pour esquiver la question, on attend à ce que la commission fasse des recommandations. Mais ces recommandations sont déjà connues, puisque l'historiographie est assez claire là-dessus, que ces 150 millions ont été versés, et ces 150 millions ont obéré l'économie haïtienne et n'ont pas permis à Haïti de favoriser les investissements en matière d'éducation, des infrastructures, à la suite d'un compromis. Et ce serait donc le temps d'alléger les souffrances, les blessures de deux États. Donc nous, on a une responsabilité, nous, de la société civile, c'est-à-dire faire comprendre aux décideurs qu'il est temps de s'engager sur cette question et d'engager de façon sereine la voie de la restitution. Certes, assez souvent, on évoque l'idée que Haïti est un État affaibli, parce qu'on sait très bien aujourd'hui, c'est un État infesté de dirigeants corrompus et qui sont liés avec des gangs qui mettent à plat les institutions publiques. Mais il faut croire que c'est une situation passagère et qu'il y a des élites vertueuses qui peuvent
à arriver au pouvoir et faire en sorte que ce pays renoue avec tout l'espoir qu'il incarnait au XIXe siècle, la liberté. Merci. Merci beaucoup, Jacques. Effectivement, tu rappelais que Emmanuel Macron, dans ce fameux communiqué d'avril, a mis en place une commission qui était réclamée depuis un moment et qui a été perçue comme une manière de balayer le problème, puisqu'il aurait pu mettre en place cette commission 2 ans avant le bicentenaire et faire des annonces le jour du bicentenaire, plutôt que faire des annonces en fin de quinquennat, sachant que pour l'instant, nous, à l'Assemblée, nous avons auditionné la directrice Caraïbes, c'est-à-dire la fonctionnaire en charge de la zone au ministère des Affaires étrangères, qui nous a bien spécifié, c'était avant les congés d'été, qu'elle n'avait pas de calendrier exact sur la durée des travaux de cette commission, qu'est-ce qu'elle devait rendre exactement. Et les solutions ont déjà été proposées, puisqu'il y a une commission en Haïti d'intellectuels qui ont fait un certain nombre de préconisations, dont le remboursement, mais Emmanuel Macron a préféré proposer une commission franco-haïtienne, alors que ça devrait être aux Haïtiens eux-mêmes uniquement de proposer des solutions et de les soumettre à Emmanuel Macron. J'avais omis de vous préciser que, au-delà du fait que 30 milliards, c'est une somme qui est colossale pour Haïti, Thomas Piketty notamment rappelle que c'est moins de 1% de la dette française. Notre dette en France, c'est 3 300 milliards, donc c'est moins de 1% de cette somme. Et autre titre de comparaison, 30 milliards, c'est 0,2% des patrimoines privés, 15 000 milliards en France. Donc c'est une somme qui est relativement faible, alors que sans cette rançon, et là pareil, c'est des calculs d'économistes très poussés, Haïti aurait eu un PIB comparable à celui de sa voisine, la République dominicaine, et aurait eu un développement comparable à ses voisins d'Amérique latine. Donc c'est une somme qui était exorbitante pour cet État. Je vais laisser Ruth revenir sur l'ensemble des réclamations et la perception de cette dette par la population haïtienne et ce qui est envisagé en termes de restitution et de réparation. Bonjour à tous. Merci Gabriel d'avoir pris l'initiative de cette conférence, puisqu'aujourd'hui on parle peu, même pas assez, de Haïti, cette relation franco-haïtienne, puisque Haïti fait partie de l'histoire de la France fait partie de l'histoire d'Haïti. Donc moi j'interviens essentiellement sur cette question de perception de cette dette, les impacts que ça a aujourd'hui sur la communauté haïtienne dans son ensemble, particulièrement les Haïtiens vivant en France, les Haïtiens qui ont été contraints de quitter leur île il y a plusieurs années parce que faible revenu. Après ces épisodes, les Haïtiens ont quand même eu la dictature Duvalier qui a conduit énormément d'Haïtiens, d'Haïtiennes, de familles à s'expatrier pour trouver un peu de tranquillité à l'extérieur et principalement en France puisque nous avons cette langue commune, puisque le français est une des langues officielles haïtiennes. Donc les Haïtiens arrivent ici pour des études ou en migration économique parce qu'on a tout simplement empêché Haïti à un moment donné de pouvoir aller au bout de ce qu'elle pouvait faire en tant que nation et en tant que pays pour son peuple. Donc aujourd'hui en France, on compte des milliers d'étudiants qui s'inscrivent alors dans toutes sortes de filières. Les statistiques, alors on a parmi les actions, on a mis en place en 2019 un programme qui s'appelle le programme POPS, programme d'orientation au parcours supérieur, pour accompagner justement ces étudiants qui, face au désarroi
qui vivent dans le pays, face à cette absence d'opportunités post-études, sont contraints d'aller chercher la vie en fait ailleurs, que ce soit aux États-Unis où c'est plus compliqué parce qu'il y a cette barrière de la langue, puisque tous les Haïtiens ne parlent pas forcément anglais, ou même quand ils traversent en République dominicaine, donc ça demande une adaptabilité particulière. Et donc pour ceux qui arrivent ici en France, ces jeunes-là s'inscrivent dans des filières faciles, entre guillemets, pour eux, puisque c'est des filières où les jeunes françaises s'inscrivent très peu. Donc là, on a les filières comme la philo, les études d'art aussi. Donc on a des jeunes qui arrivent, qui sont confrontés à un système scolaire qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas, et donc un taux d'échec assez important. Et donc on se retrouve sur une migration économique plutôt qu'une mobilité étudiante, puisque ces jeunes-là sont incapables après de rentrer chez eux. Et quand bien même ils rentrent, ils n'ont pas la possibilité de pouvoir travailler sur le métier qu'ils auraient étudié, appris, et sur lequel ils se seraient formés ici en France. Donc ce programme vise à les accompagner sur la maîtrise de la langue, puisque même si on parle français en Haïti, le français que nous pratiquons ici en France n'est pas le même, les mœurs ne sont pas forcément les mêmes, et les modes de vie ne sont pas forcément les mêmes. Donc, au travers de ce programme, on a accompagné une quinzaine de jeunes qui parfois ont été réorientés, puisque la dernière étudiante s'était inscrite en histoire de l'art alors qu'aucune étude d'art n'avait été faite en Haïti, mais elle a quand même été acceptée ici. Et donc, bien entendu, un échec au bout du compte. Donc, une réorientation en soins infirmiers, où cette jeune étudiante aujourd'hui a eu sa licence 3 ans après. Donc, on en est extrêmement fiers. Et donc, ça fait partie des actions que nous, jeunes... Alors moi, je suis française d'origine haïtienne, née en Haïti. Je n'ai pas choisi forcément de venir ici. J'ai été ramenée ici par ma maman. Et donc aujourd'hui, cette quête de qui nous sommes, qui suis-je, moi en tant que Française d'origine haïtienne, cet Haïti dont on ne parle pas, cet Haïti dont on ne connaît pas forcément l'histoire si on ne s'y intéresse pas, c'est comment apporter des réponses à la fois aux Français qui ne connaissent pas et qui s'interrogent, qui maladroitement posent des postulats, ou comme le disait Jacques tout à l'heure, quand on parle d'Haïti, on nous répond mais non, c'est Tahiti. Ce qui est quand même assez dramatique. Du coup, on a à cœur de pouvoir porter différents sujets, donc ces programmes d'accompagnement. On mène aussi des luttes auprès des institutionnels, puisque jusqu'à aujourd'hui, très peu d'actions avaient été menées pour aller rencontrer nos députés, nos élus, les responsables Caraïbes du ministère des Affaires intérieures, étrangères, pardon. Le ministre des Affaires étrangères, il a aussi une couche. Et donc, c'est institutionnaliser tout ça au travers de ce Haut Conseil de coopération et de développement autour d'Haïti, où on va pouvoir aborder de manière très solennelle et très encadrée ces questions de coopération, donc comment ces jeunes sont accompagnés, comment les bourses d'études peuvent être données, prendre en compte aussi la situation des Haïtiens et Haïtiennes qui sont en migration économique, qui vivent ici depuis 20-30 ans, qui arrivent bientôt à l'âge de la retraite, comment cela se dessine. Et donc, ce qui m'amène à parler aussi de cette volonté de création d'un institut d'Haïti à Paris. Cet institut donc, sur lequel on travaille donc, à la fois avec des intellectuels, des personnalités politiques, Gabriel, qui aussi nous accompagne, pour pouvoir créer un lieu pour faire connaître, transmettre, comprendre aussi cette histoire haïtienne, cette histoire française et haïtienne, mais aussi permettre aux Haïtiens et aux Haïtiennes de découvrir d'autres cultures et de mieux apprécier le pourquoi nous en sommes arrivés là. Donc tout ça, c'est des projets qui sont en cours. À travers ça, il y a aussi cette nécessité de visibiliser les Haïtiens en France, leur situation, puisque les différentes instances, quand on prend des instances comme le logement, pour lequel je milite aussi beaucoup, on a des familles haïtiennes qui sont confrontées, désolée, j'ai beaucoup d'émotions quand je dis ça, qui sont confrontées à du kidnapping en Haïti.
Et donc ces familles sont obligées d'envoyer de l'argent en Haïti, donc ne payent pas leur loyer. On a des bailleurs qui, comme des bulldozers, entament des procédures d'expulsion, etc., sans pouvoir comprendre que ces familles ont arrêté de payer leur loyer parce qu'on leur réclamait des centaines de milliers d'euros, de dollars qu'elles n'ont absolument pas. Et donc, c'est aussi faire comprendre, la réparation, c'est aussi celle-là, c'est aussi faire comprendre que les Haïtiens, Haïtiennes vivant en France, Françaises d'origine haïtienne, qui sont ici, subissent quelque part le système français, non pas par volonté, mais parce qu'elles n'ont pas le choix. Elles ne peuvent plus rentrer. Aujourd'hui, nous, ça fait plus d'1 an que l'aéroport de Port-au-Prince est fermé. Donc on ne peut plus rentrer en Haïti. Pour nous, en France, ça nécessite un voyage de 30 heures où il faut passer, moi j'habite dans le sud, donc pour rentrer chez moi, il faut que je fasse 27 heures de vol, alors qu'Haïti se trouve à 8 heures de vol en temps normal. Donc c'est faire comprendre, quand on parle de restitution, de réparation, c'est que toutes ces choses ont un lien de causalité avec cette dette initialement imposée à l'État haïtien, qui n'a pas pu structurer son système éducatif, qui n'a pas pu structurer son accès aux soins et ses infrastructures sanitaires, ses hôpitaux, ses cliniques, qui fait qu'on a eu au fur et à mesure une privatisation du pays. Les écoles sont quasiment toutes privées si on veut que les enfants réussissent. Pour avoir accès aux soins, aujourd'hui, un Haïtien qui n'a pas une couverture de soins ne peut pas aller prendre des soins. À titre d'exemple, en 2020, une de mes proches est décédée parce qu'on n'a pas eu le temps de faire un transfert de $100 pour qu'elle puisse être admise à l'hôpital. Donc il y a toutes ces répercussions qui sont là aujourd'hui. Donc cette commission proposée par le président Macron de la manière la plus ignoble qui soit, puisque proposer... parler d'Haïti, parler de cette double dette à travers un communiqué de presse balancé dans l'après-midi, alors que nous, associations haïtiennes, nous sommes là. Il sait que nous sommes là. Nos associations sont déclarées en préfecture. Il aurait très bien pu nous réunir, nous rencontrer. C'est qui ces Haïtiens ? Qui sont ces personnes qui parlent de cette double dette aujourd'hui ? Pourquoi on parle de cette double dette aujourd'hui ? Qu'est-ce qui nous intéresse ? Qu'est-ce qu'on a subi ? Et donc, c'est tout ça qu'on a à cœur à travers ces rencontres, à travers ces temps d'échange, de pouvoir transmettre et partager. Et donc, la vocation première de l'Institut d'Haïti, qui est l'un des chantiers prioritaires pour nous, en tout cas pour l'instant jusque l'année prochaine, c'est de pouvoir instituer vraiment cet espace physique où vous toutes et tous, toute personne qui souhaite comprendre, connaître notre histoire commune, puissent aller chercher ces éléments, que les Haïtiens aient un point d'ancrage quand ils arrivent tout seuls, parce que pareil, on a aussi des jeunes qui voyagent seuls, qui arrivent esselés, qui n'ont personne et qui ne comprennent pas forcément le système tout de suite, et donc qui se retrouvent esselés dans des petites villes. On a des jeunes qui viennent, je suis vraiment désolée pour l'émotion, mais c'est vraiment terrible, qu'en 2025, on puisse tolérer que des personnes subissent systématiquement des violences alimentaires, physiques, morales. Le tremblement de terre a été l'une enfin même pas la plus grosse violence psychologique, drame psychologique que le monde ait vécu. Les Haïtiens n'ont pas été suivis. Il n'y a presque pas eu de suivi psychologique. Donc le retentissement psychologique aujourd'hui, les enfants l'ont. On se le transmet de parents à enfants. Des jeunes qui viennent ici, entendent un métro, se cachent, tremblent. Et ça fait partie aussi de ces restitutions et de ces réparations. Comment on accompagne les Haïtiens qui sont chez nous ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux ? Et donc, l'annonce d'Emmanuel Macron de cette commission, sans calendrier, autant dire que bon, c'est une commission pour dire que j'ai fait une commission, ça y est, je l'ai dit, vous m'avez cassé les pieds avec votre Haïti, ça y est, je l'ai fait. Donc nous, on est là aussi pour dire que non. Cette commission, il y a 18 mois à peu près, avant la fin du mandat d'Emmanuel Macron, tout est documenté, les chiffres sont là, tout est accessible. Donc s'il y a une réelle volonté, on peut très bien aboutir à des conclusions avant la fin du mandat d'Emmanuel Macron, de manière à ce qu'il puisse valider, confirmer, terminer
ces engagements pris sous sa mandature. Parce que c'est facile d'annoncer une commission à 2 ans de la fin de son mandat, puisque le prochain dira je ne savais pas, on recommence, donc on repart encore. Et donc, à travers le Haut Conseil, on mène aussi des études pour pouvoir documenter nos propres commissions et proposer, en tout cas avant la fin de la mandature, proposer une liste, en tout cas d'orientation, de préconisations, d'impact qui peuvent et qui doivent être prises en compte quand on parle de restitution. C'est pas forcément, quand on parle de restitution, on ne parle pas nécessairement d'un remboursement immédiat. Donc la France pourra très bien échelonner le remboursement de la dette, tout comme Haïti l'a fait. Mais dans les restitutions, il y a aussi ces prises en compte de l'Haïtien aujourd'hui. Comment il vit, comment ces Haïtiens qui sont arrivés il y a 30-40 ans ici, qui vont arriver à l'âge de la retraite, sachant qu'on est surtout sur des métiers du tertiaire, donc des revenus tout justes. Donc ces personnes, comment elles vont pouvoir vivre avec cette petite retraite et qui sans doute chez elles auraient pu être professeurs, auraient pu être enseignants, auraient pu être docteurs, auraient pu être avocats, etc. Donc c'est comment apprécier tout ça et apporter des réponses. Donc voilà ce qu'on vous partage aujourd'hui. Merci encore Gabriel. Merci beaucoup Ruth pour ces éléments. C'est vrai que quand on parle de restitution, de remboursement, de réparation, il y a à la fois le remboursement, donc rééchelonné ou non, comme tu viens de le dire, mais aussi l'idée de changer totalement la coopération qu'on a avec Haïti, les investissements qu'on y fait sans que ce soit des investissements intéressés. Et il y a notamment la question des étudiants. T'en parlais, il faut savoir qu'actuellement en France, il y a environ 4000 étudiants haïtiens, tous niveaux confondus, licence, master, doctorat. Mais la France n'octroie qu'environ 40 bourses par an aux étudiants haïtiens, à des étudiants haïtiens, alors qu'elle en octroie beaucoup plus avec des pays avec qui on a pourtant beaucoup moins de liens historiques, des pays qui sont même pas francophones. Par exemple, si vous regardez les pays d'Amérique latine qui sont hispanophones, il y a beaucoup plus de bourses qui sont octroyées par le ministère des Affaires étrangères. Haïti, c'est qu'environ 40 bourses par an, et c'est extrêmement faible au regard du nombre d'étudiants. Et là, t'en parlais, l'État en ce moment, avec les gangs qui contrôlent 85% de Port-au-Prince, l'université d'État d'Haïti ne fonctionne pas de manière normale. L'université Casquia, toutes les universités haïtiennes fonctionnent très mal ou sont aux 3/4 fermées. Et le nombre de bourses est extrêmement faible, comme les investissements de l'AFD ou de tout ce que la France pourrait faire pour construire des hôpitaux, aider à construire une nouvelle université, construire des infrastructures, des routes, rénover les aéroports, etc. Et donc, il y a aussi une volonté de changer totalement notre manière de coopérer avec Haïti et d'en faire un pays prioritaire, mais non pas sur de la diplomatie néocoloniale et une relation inégalitaire, mais sur une relation qui respecterait la souveraineté des Haïtiens. Mais Néhémie va peut-être y revenir sur tout ça en conclusion. Oui, merci. J'ai la difficile tâche donc d'intervenir en dernier après ces interventions précises et émouvantes. Je suis très heureux de vous voir aussi nombreuses parce que entendre parler d'Haïti dans un contexte où on a le temps pour développer et aussi on a le temps pour se demander en quoi cette histoire nous appartient à chacune et à chacun ici, ça me fait particulièrement plaisir et c'est particulièrement important dans un mouvement politique comme la France Insoumise. Le sujet est politique, c'est la construction d'identité politique, c'est la construction de mémoire commune, tant du côté d'Haïti que du côté de la France, et même, j'ai envie de dire, du côté des deux pays ensemble. Ce qui fait que je ne vais pas d'abord parler de relations diplomatiques, je vais surtout me demander ce que cela représente, quelle est la différence fondamentale entre réparation et restitution, s'agissant de la dette française, la rançon de l'indépendance imposée à Haïti.
Quand j'avais commencé à écrire mon roman, puisque moi je suis écrivain, hein, je ne suis pas comme vous, professionnel du domaine, je voulais d'abord raconter une histoire qui se passe dans un milieu rural au 19e siècle. Je ne savais pas que le roman allait rencontrer là aussi fortement la dette de l'indépendance haïtienne. Le roman a rencontré fortement la dette haïtienne, enfin la dette française, la rançon plutôt française à Haïti, auprès d'Haïti, parce que les personnages que je construisais vivaient dans une telle situation précaire, une telle situation de conflit, que cherchant les origines du conflit, je suis tombé sur le code rural de Boyer de 1826. Et ce code rural m'a paru très vite lié à l'acceptation, suite à l'acceptation du même Boyer, Jean-Pierre Boyer, de payer cette grosse rançon à la France. Voilà comment cette rançon est entrée en littérature dans la mienne, avec mon roman Combat publié donc, en 2021. Et voilà comment j'ai continué du coup à m'intéresser à cette rançon. Même si en tant qu'Haïtien ayant vécu en Haïti et ensuite vivant en France depuis de longues années maintenant, je connaissais la dette de l'indépendance, mais je ne pouvais pas m'imaginer à quel point c'était tentaculaire dans l'identité sociale et politique d'Haïti, et à quel point cette rançon de l'indépendance va être un point angulaire dans mon point de vue politique sur ces deux pays. Parce que tout simplement, je me suis rendu compte que, et j'en ai parlé après dans une tribune que j'ai publiée. D'ailleurs, je vous conseille, si vous voulez, de lire le dossier de Benjamin Koenig qu'il a publié là, dans les colonnes du journal Luma sur cette histoire de dette d'Haïti. Il m'a proposé de faire une tribune et comment j'ai anglais, je suis devenu conscient à quel point la France n'a pas besoin de réparer Haïti. Je veux dire, déjà, je distingue très clairement réparation et restitution. Il y a un argent qui a été pris, il faut que l'argent soit rendu. Ça s'appelle une restitution, ça s'appelle un remboursement. Mais par ce remboursement, il s'agit, de mon point de vue, que la France se répare elle-même. Répare quelque chose de son histoire et répare, rompre avec une méthode que j'ai appelée la méthode rançon, qui empoisonne l'existence de la France à l'intérieur même du pays. Ce n'est pas seulement dans une visée d'être généreux, presque, j'ai envie de dire, avec d'autres pays, d'être généreux vis-à-vis de son passé, qu'il faut que la France envisage la restitution de la dette de l'indépendance haïtienne. C'est aussi dans l'idée qu'un pays ne peut pas, s'il ne veut pas continuer à se faire du mal, accepter ce type de méthode. Je vais vous donner un exemple très très simple qui va vous parler probablement très vite. Ce sont les autoroutes françaises concédées à Vinci. Ça, c'est de la méthode rançon. C'est-à-dire que, citoyens français, vous avez payé une infrastructure publique. L'infrastructure publique a été donnée au privé et vous vous retrouvez à payer 2 fois cette même infrastructure publique. Si ce n'est pas une méthode rançon, ça, si ce n'est pas une double dette, vous me direz ce que c'est. Vous êtes auprès des autoroutes en situation de double dette. Tout comme vous le serez bientôt auprès des trains, vous l'êtes déjà d'ailleurs, la SNCF qui sera petit à petit privatisée, des infrastructures, les voies, les rails que vous avez payés en tant que citoyen qui travaille et que vous vous retrouverez à repayer parce que la méthode rançon qui s'est appliquée dans les anciennes colonies continue à s'appliquer sous sa forme la plus finie, c'est-à-dire l'ultralibéralisme et le néolibéralisme actuel. Vous voyez ? Donc, rompre avec la méthode rançon et rembourser l'argent, notamment à Haïti, ce n'est pas réparer Haïti. C'est-à-dire, la responsabilité de réparer Haïti va, au final, revenir aux Haïtiens eux-mêmes.
Mais rendre un argent qui a été pris, c'est quelque chose de concret. Bien évidemment, Macron a fait une commission, comme chacune l'a dit, pour gagner du temps. Mais après avoir gagné du temps, on en viendra à la réponse, à savoir, est-ce que oui ou non, la France va rendre cet argent, ces 30 milliards, et peut-être envisager de dédommager ensuite, parce que quand on vole un argent qui cause des dégâts, d'envisager de payer en plus pour les dégâts causés. Donc, cette réparation de la France qui passe par la rupture avec ce que j'appelle la méthode rançon, c'est aussi une vision anticapitaliste des rapports avec son histoire. Et c'est pour ça que j'ai commencé par dire que je suis très content que cela se passe au cœur de la France insoumise, ce débat, parce que nous sommes réunis, bon, ce n'est pas la première fois que je viens aux amphis, je ne parlerai pas seulement d'Haïti, samedi prochain j'aurai des lectures de textes sur Gaza, dans l'idée qu'ici à la France insoumise, on travaille sur la continuité du colonialisme et du capitalisme. Et que la France insoumise le veuille ou pas, que la gauche française le veuille ou pas, les questions de réparation française par la reconnaissance de ces sortes de dettes finiront par être au cœur de leur logiciel politique. Parce qu'il n'y a aucun moyen de considérer que le capitalisme est mortifère pour nous-mêmes sans considérer que le capitalisme, dans ses origines coloniales, était déjà mortifère pour les autres. Donc c'est en acceptant que le capitalisme a été mortifère pour les autres par le colonialisme, par les rançons comme les rançons de la dette de l'indépendance, que nous serons prêts du coup à accepter que le capitalisme continue à être mortifère pour nous autres, cette fois en tant que Français en France. Et d'ailleurs, ce ne sera pas très difficile puisqu'il s'agit des mêmes familles. Il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire, les anciennes familles esclavagistes, les mêmes banques qui ont été citées, CIC, la Caisse des dépôts, les mêmes villes qui se sont enrichies par les mêmes méthodes, sont celles qui continuent à s'enrichir. Les mêmes personnes à qui on va devoir faire payer, nous rendre d'abord les autoroutes. Les mêmes personnes qui vont devoir nous rendre tout l'argent qu'ils gagnent en surprofit. Je ne vais pas vous détailler à chaque fois comment les gouvernements français successifs, nous parlant de dette, nous demandant à nous d'enrichir l'aristocratie. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes à qui on va prendre cet argent pour rembourser Haïti. Gabriel Catala disait que faisait remarquer à juste titre à quel point il ne s'agit pas d'une grosse somme pour la France, rembourser ces 30 milliards de dollars à Haïti. J'en suis très content. Mais encore, ça aurait été une grosse somme qu'il faudrait quand même envisager son remboursement. Vous voyez, ce n'est pas du tout l'idée que ça ne nous coûte rien, faisons-le. Non, ça nous coûte, ça doit nous coûter et on va le faire parce qu'il s'agit de nous réparer nous aussi. Il s'agit d'envoyer un message très clair à notre oligarchie française que nous voulons rompre avec la méthode rançon qui a commencé dans les anciennes colonies françaises, qui s'est fructifiée pendant le 19e siècle et qui continue aujourd'hui, qui fait que une petite minorité de Français peuvent avoir autant de parts de la richesse du pays et continuer sous le même prétexte magique de la dette à toujours nous demander plus, vous voyez. C'est-à-dire, dans mon équation, la restitution, c'est ce que la France doit faire pour Haïti, c'est-à-dire rendre cet argent qui a été pris. Mais la réparation, c'est ce qu'en France, on fait pour nous-mêmes en envoyant un signal clair aux mêmes personnes à qui on veut faire payer et les dégâts coloniaux qu'ils ont causés et les dégâts capitalistes qu'ils continuent à causer. Donc, cette équation est très, très claire pour moi. Et enfin, il y a le second débat des modalités de remboursement. C'est-à-dire, il y a l'idée que Haïti est un pays corrompu. Bon, on ne va pas donner une telle somme d'argent à ces personnes. On va peut-être mettre un fonds international. On va peut-être, l'argent partirait en corruption, etc. Alors, je ne vous cache pas que du côté d'Haïti, le débat est tout aussi fort. Et ce qui se comprend à juste titre. Aujourd'hui, le pays n'a pas de président élu, un conseil présidentiel de 9 membres et des groupes armés sur tout le territoire de la capitale, des institutions qui ne tournent pas. Je comprends que ce débat ait lieu, mais je pense qu'on prend ce débat par le mauvais bout. Premièrement, il faudrait prendre ce débat par le bout de ce qui se passe réellement quand de l'argent est donné et gardé à l'étranger au nom d'Haïti. À chaque fois, ça se passe mal.
C'est ce que je dis, y compris à mes compatriotes haïtiens. Je leur dis, rendez-vous bien compte que à chaque fois que vous vous dites, en Haïti, on n'est pas capable de recevoir une telle somme parce que la somme sera dilapidée, eh bien, dans le cas, par exemple, de CIRH, qui est le fonds qui a été octroyé après le tremblement de terre, le séisme dont vous avez parlé, Ruth, du 12 janvier 2010, eh bien, cet argent a été dilapidé alors que l'argent n'était pas rentré dans le budget national haïtien. C'est-à-dire, l'argent peut être dilapidé aussi de l'étranger et dans des fonds gérés à l'étranger. Là, pour le coup, c'était Bill Clinton avec le premier ministre haïtien qui gérait ça de l'époque. Pareil pour l'argent du Petro-Caribé, où il y avait un bureau du nom de BMPAD. Bon, vous pouvez ne pas être beaucoup à savoir cela aujourd'hui, mais un argent qui n'a pas été directement dans le budget haïtien et qui quand même a été dilapidé. Par conséquent, là je fais la promotion d'un point de vue personnel pour les modalités de remboursement. C'est à Haïti elle-même, on dit une Haïti, je ne sais pas pourquoi, on a toujours dit une Haïti. C'est à Haïti elle-même d'avoir, Haïti chérie d'ailleurs, d'avoir les institutions nécessaires qui fonctionnent pour répartir et décider de ce qu'il fait avec son budget. Parce que tout simplement, un pays, ce ne sont pas les murs, ce sont les institutions. Si un pays ne peut pas avoir des institutions, pour le moment, en tout cas ce qu'il y avait juste avant le Conseil présidentiel de transition, c'est-à-dire un Parlement élu, un budget voté et qui décide de son avenir, on peut injecter autant de milliards qu'on veut sous forme d'aide humanitaire à ce pays, ça ne marchera pas. Je tenais à dire cela parce que je sais qu'il y a un cercle vicieux qui peut s'implanter quand on commence par faire une mauvaise réputation à un pays et que la mauvaise réputation finit par donner une mauvaise situation qui engendre une plus mauvaise réputation encore. C'est-à-dire, c'est un cercle vicieux dont on a déjà vu le mécanisme. L'exemple le plus frappant étant quand les Américains ont soutenu la dictature des Duvalier en Haïti sous prétexte de combattre le communisme éventuel des intellectuels haïtiens, et commençant par dire que, bon, Haïti, pays le plus pauvre de l'hémisphère sud, etc., ce qui donnait l'impression qu'Haïti était déjà dans l'état où il est actuellement, et il finit par l'être parce que tout simplement, les dirigeants emboîtent le pas dans cette autodévalorisation, dans cette déconstruction des institutions, etc. Donc, je conclurai par dire que il est important pour nous autres militants politiques, je pense que vous en êtes, il doit y avoir très peu de badauds qui viennent voir, etc. ici. Il est important pour nous autres militants politiques de comprendre qu'il s'agit de militer politiquement quand on demande à notre pays actuel de revenir sur son passé et de payer ses dettes. Il ne s'agit pas, ce n'est pas faire œuvre mémorielle, c'est faire œuvre de combat politique et faire œuvre de rupture avec un système aujourd'hui capitaliste, ultralibéral, néolibéral, hier colonialiste et structurel du racisme. Ce n'est pas du tout un débat en l'air, c'est un débat concret. Les mêmes à qui on va devoir reprendre les autoroutes sont les mêmes qui vont devoir rembourser l'argent qu'ils ont pris parce qu'ils ont esclavagisé les Haïtiens et qu'ils les ont fait payer leurs propres personnes. C'est avec cette méthode rançon qu'il s'agit de rompre. Merci. Merci beaucoup Néhémie, merci à tous les trois. Néhémie parlait du dossier dans l'UMA dans lequel tu avais publié une excellente tribune. Il y a aussi le magazine Histoire qui a fait un hors-série sur cette histoire de la rançon qui est extrêmement intéressant. Le Monde qui avait fait aussi un dossier le 17 avril dernier. Bref, malgré ce qu'on peut... ce jour-là, c'était assez surprenant, mais beaucoup de médias français se sont intéressés à l'histoire de cette dette. Et je vous invite aussi à lire un excellent livre qui est magnifique, qui s'appelle Les Jacobins Noirs, qui raconte toute l'histoire d'Haïti et qui a été réédité et réactualisé récemment, et qui parle aussi de toutes les révoltes des esclaves, de tous ces personnages complètement oubliés de l'histoire, puisque je crois que ce qu'on veut vous dire un petit peu avec cette conférence, c'est qu'il faut
la révolution haïtienne est un événement central dans l'histoire mondiale et qui a été totalement occulté par la France, qui a heureusement été humiliée par les esclaves haïtiens qui lui ont mis un coup de grâce en 1803 avant de proclamer leur indépendance en 1804. Voilà, et donc on va vous laisser la parole si vous avez des questions, et on va faire, pour répartir correctement la parole, nous allons donner la parole à un homme et une femme en alternant. Voilà. Merci d'avoir parlé d'Haïti. Bonjour, j'ai plusieurs points à aborder, donc je vais essayer d'être synthétique. Le premier point, ça s'adresse plutôt à Jacques Nézy, qui concerne Aristide. Il y a une version, je ne sais pas si c'est une rumeur, du coup je voudrais votre avis. Donc en 2003, Aristide demandait la restitution de la rançon, et une rumeur dit que Chirac aurait commandité l'enlèvement de Aristide par les États-Unis et l'aurait envoyé en Centrafrique pour éviter que ça fasse tache d'huile et que d'autres pays qui avaient accédé à l'indépendance se saisissent aussi de cette demande et demandent une restitution. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous avez évoqué que aujourd'hui, donc c'est que la situation en Haïti est catastrophique avec les gangs. D'ailleurs, on se demande pourquoi ils ont proliféré. Enfin, à qui profite le crime, sans doute pas seulement à la bourgeoisie haïtienne, mais aussi, je me demande dans quelle proportion, aux États-Unis et à la France, si vous avez une réponse. Donc, vous évoquez des intellectuels haïtiens qui travaillent à changer prochainement. On ne sait pas comment, parce que si c'est sans moyens armés, on ne voit pas comment on va faire disparaître les gangs. Donc, je voudrais quelques noms pour savoir si c'est des noms que je connais de ces intellectuels qui veulent changer le monde en Haïti. Le troisième point, qui est personnel finalement, qui s'adresse un petit peu à vous tous et peut-être plus particulièrement à Ruth Pierre, qui est l'adoption internationale. Donc moi, c'est par l'adoption internationale que je connais Haïti, puisque en 2003, avec mon mari, nous avons adopté une petite fille d'origine haïtienne. Et je ne l'aborde pas du côté de c'est bien, qu'est-ce que vous faites, parce que ça on l'a souvent entendu, mais du côté économique et du côté de l'impact que cet appauvrissement de Haïti a au cœur même des familles haïtiennes aujourd'hui. C'est-à-dire que les parents, il y a toujours au moins un parent ou sinon deux parents qui confient leur enfant à l'adoption internationale, parce qu'il faut qu'il y ait des parents pour passer par ce processus, avec l'espoir d'une vie meilleure. Et moi, j'ai pu constater, puisqu'on est allé là-bas, c'est la question que je pose plutôt que de faire une affirmation. Il me semble qu'à l'époque, l'adoption internationale, c'était aussi une activité économique assez lucrative pour la classe bourgeoise, puisque c'est les avocats qui œuvrent à faire les dossiers. Et voilà. Et donc, c'est comment, au cœur même de l'intimité des Haïtiens, de leur vie familiale, mais de leur intimité aussi, parce que ma fille, elle dit, moi, j'ai pas du tout demandé, elle a 26 ans aujourd'hui, j'ai pas du tout demandé à venir. Donc, vous parliez de traumatisme psychologique, voilà, l'impact que ça a au cœur même d'une petite personne haïtienne, cet appauvrissement, ce néocolonialisme voilà, qui a été mis en place par les pays capitalistes. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci Madame pour les deux questions. Oui, l'hypothèse du renversement de Jean-Bertrand Aristide, je pense la plus plausible, c'est de fermer la boîte de Pandore, parce qu'il s'agissait de commémorer le bicentenaire de l'indépendance d'Haïti, et que Aristide, certes, n'avait pas une légitimité nécessaire, puisqu'il a été mal élu en 2001, une deuxième fois, et qu'en même temps, il tirait les gains politiques de cette demande de restitution, question de survie politique. Mais il n'y avait pas de ressources politiques, donc ça lui permettait de survivre. Et puis deuxièmement, c'est qu'il a été lâché parce que toute la classe intellectuelle a lâché Aristide sur ce plan, parce que les Haïtiens engageaient un mouvement de contestation contre Jean-Bertrand Aristide, et que les élites en même temps adhéraient à l'idée de la France, c'est-à-dire boycotter le bicentenaire de l'indépendance. Maintenant, aujourd'hui, elle regrette, l'élite intellectuelle, de n'avoir pas observé une sorte de trêve en disant on combat Aristide certes, mais le bicentenaire on soutient. Donc je pense que c'est une erreur fondamentale de l'élite intellectuelle haïtienne
d'avoir participé quelque part au sabotage de cet événement important, le bicentenaire de l'indépendance haïtienne. Et quant à la... Bon, oui, puisqu'à un moment donné, pour terminer avec cette question, à un moment donné, les États-Unis ont soutenu Aristide, évoquant la déclaration, par exemple, de Colin Powell, disant que c'est un président légitime, on le soutient, mais 2 semaines après, il a changé d'avis, il a adhéré à l'opération française menée par Dominique de Villepin, c'est-à-dire visant à déstabiliser Aristide. Et puis la deuxième question, oui, la situation que vit Haïti, c'est une reproduction, on peut dire, encore du schéma capitaliste, parce que certains disent que les gangs sont de connivence avec quelques entités internationales qui voyaient donc Port-au-Prince comme étant... Vous vous rappelez, le président américain Trump disait que Gaza, il faut le transformer en une sorte d'espace... de Côte d'Azur. C'est comme qui dirait Port-au-Prince s'inscrire dans ce schéma, c'est-à-dire faire en sorte que tous les habitants de la capitale la fuient, l'abandonnent. Et quand on voit aujourd'hui l'état catastrophique physique de Port-au-Prince 1970, qui drainait des milliers de touristes, aujourd'hui qui est méconnaissable parce que les gangs ont détruit physiquement cette capitale. Et on se demande qui est derrière cette opération, puisque ce sont, on peut dire, des petits délinquants au début, mais maintenant qui deviennent des millionnaires aujourd'hui. C'était des petits délinquants qui travaillaient avec les entrepreneurs qui, pour des raisons économiques, de concurrence ou de lutte contre un concurrent, bien se servaient de ces petits caïds. Mais aujourd'hui, ils sont leurs propres patrons, ils sont des millionnaires, puisque non seulement ils vivent des opérations de kidnapping, du trafic d'organes, du trafic d'armes, de munitions, et puis en même temps avec le gouvernement, avec les différents gouvernements. Donc quand vous dites à qui profite le crime, je pense d'abord aux grandes puissances, notamment les États-Unis d'Amérique, qui n'ont jamais pardonné à Haïti cette conquête de l'indépendance, qui a tout fait pour saboter. Et aujourd'hui, l'haïtien, le dirigeant haïtien ne peut même prétendre désigner le chef de la police sans l'aval de l'ambassade américaine. C'est l'ambassade américaine qui fait et défait, comme ça a été démontré par Hillary Clinton, qui a installé Martelly alors qu'il n'avait pas gagné les élections. Donc on voit bien qu'il y a ce qui se passe en Haïti, qui est une situation guerrière. On ne sait pas avec qui Haïti se bat. Mais en même temps, les États-Unis, sur lesquels en général les Haïtiens comptent, ont complètement esquivé la question. Et pour le moment, c'est aux Haïtiens eux-mêmes. Quand vous dites les intellectuels travaillent à changer, oui, il y a une bonne partie des élites vertueuses que j'appelle, c'est-à-dire patriotes nationales compétentes, il y en a en Haïti, il y en a à l'extérieur, qui tentent, qui travaillent encore à une alternative. S'agit-il d'une lutte armée ou d'une révolution, entre guillemets? En tout cas, toutes les options sont sur la table aujourd'hui, puisque les opérations onusiennes, on a vu, ça n'a rien donné, et la coopération latino-américaine n'est pas efficace. Donc je pense que c'est aux Haïtiens eux-mêmes de redessiner les chemins de l'émancipation, qui a été initiée au XIXe siècle par la bataille de Vertières en 1803. Merci Jacques. Alors, l'impact de cet appauvrissement sur les familles haïtiennes, en fait, on le mesure. Vous savez, je ne parle pas très fort. On le mesure déjà de base avec le colonialisme, puisque à l'époque de l'esclavage, les hommes étaient déjà dans les champs, les femmes étaient seules avec les enfants. Donc l'appauvrissement de l'État haïtien ensuite n'a absolument pas aidé,
puisque les femmes ont continué à s'occuper des enfants. Les hommes allaient chercher de l'argent, du travail, etc. Et aujourd'hui, de plus en plus de familles, à l'époque, avaient recours à la fois à l'adoption de leurs enfants à l'international, mais aussi un phénomène où les familles dans les campagnes envoyaient leurs enfants à Port-au-Prince ou dans les grandes villes chez une tante, un oncle, etc., pour que l'enfant puisse avoir une éducation. Ce qui parfois n'arrivait pas, puisque ça a donné lieu au phénomène de reste avec. Donc je pense que ce phénomène de reste avec, donc les restes avec, c'était des enfants qui sont donnés à des oncles, des tantes, des proches en tout cas, qui vivent en ville et qui se retrouvent en situation d'esclavage eux-mêmes par leur propre famille ou proches. Et donc les familles face à cette situation préféraient parfois la voie de l'adoption internationale à contre-cœur, puisque dans les différents témoignages qu'on peut avoir, des familles expliquent que pour la propre survie de l'enfant, il est très préférable de le donner. Donc bien entendu, ce qui a ouvert l'appétence d'élite, d'avocats, de notaires, etc., puisqu'on est sur un système global et général entaché par la corruption à tous les étages, de la simple personne qui fait l'orientation à l'entrée du tribunal, au greffier, etc., à qui il faut graisser la patte pour avoir un document, et des documents sur le même système français, on nous en demande 50. Donc tout ça vient alimenter toutes ces comment dirais-je, toutes ces blessures que les Haïtiens et Haïtiennes et familles haïtiennes vivent. Donc le phénomène des enfants donnés à l'adoption, donc sachant que l'adoption internationale en Haïti a quand même ralenti, voire n'est quasiment pas possible aujourd'hui par les voies légales, fait que on a ces familles qui préfèrent se séparer de ces enfants pour qu'ils aient l'espérance qu'ils aient une vie meilleure, même une vie tout simplement. Et c'est vraiment l'un des impacts qu'on peut quantifier, puisqu'on a encore les chiffres des adoptions internationales légales, puisqu'à côté, il y a quand même beaucoup de rapts d'enfants, des familles qui se retrouvent dans certains villages où là, l'adoption n'était même pas du tout une volonté, mais qu'on allait chercher en expliquant aux familles qu'on va s'occuper de l'enfant, il sera dans un orphelinat à Port-au-Prince, il va être pris en charge, il va être à l'école, etc. Et finalement, ce sont des familles qui n'ont jamais revu leurs enfants, ni même la trace du prétendu orphelinat. Et face à une absence de moyens, à un manque d'alphabétisation aussi, puisque dans les campagnes, l'alphabétisation est aussi un sujet. Donc ces personnes se sont retrouvées sans moyens de retrouver leurs enfants qui ont été sans doute adoptés dans des structures ayant pignon sur rue, mais sans le réel consentement des familles derrière. Donc c'est un vrai sujet, l'adoption. Et malheureusement, il n'y a pas vraiment de recherche réelle faite pour à la fois accompagner ces enfants adoptés, donc ici en France ou aux États-Unis et en Belgique, puisqu'on a quand même pas mal d'enfants haïtiens en Belgique, qui sont à la recherche de leurs traces, puisqu'on se rend compte que comme il y a eu ce phénomène dans les Philippines, des enfants ont simplement été volés et donnés à l'adoption. Je ne sais pas si j'ai répondu concrètement. Bon, je n'ai pas de réponse concrète sur l'adoption à part une auto-promo. Mon premier roman, il se trouve, publié en 2017, raconte une histoire d'adoption. Donc disponible dans toutes les bonnes librairies de France et de Navarre et ailleurs. Il s'appelle Rapatrié, publié en janvier 2017 aux éditions du Seuil. Donc vous saurez tout ce que je pense et toute ma perception de l'adoption. Juste pour ajouter rapidement un élément sur Jean-Bertrand Aristide, il est vrai que dans cette fameuse enquête du New York Times qui est l'enquête par laquelle le monde s'est réintéressé finalement à cette histoire de la dette, qui a été publiée en 2022 et qui est accessible gratuitement en ligne, qui a été traduite en français, qui s'appuie sur plus d'1 millier de documents. Il y a ces aveux de l'ancien ambassadeur de France de l'époque
qui sous-entend que Aristide a été renversé, notamment suite à cette demande de remboursement, voilà, par la France et par les États-Unis. Est-ce que quelqu'un a une dernière question, puisque nous devons terminer à 17h? Oui. Bonjour et merci beaucoup pour toutes vos interventions. Je connais assez peu Haïti et le système un peu politique et les enjeux auxquels le pays fait face. Actuellement, là maintenant, en termes politiques, quelles sont les perspectives? Est-ce qu'il y a des partis politiques qui se mettent en place, des luttes particulières, des collectifs à ce niveau-là, et comment ça se passe en ce moment? Alors, je commence la réponse juste parce qu'on va être très bref. En ce moment, il y a un conseil présidentiel de transition de 9 membres qui se relaient et qui ont pour objectif, semble-t-il, d'organiser des élections pour mettre un président légitime suite à l'assassinat de l'ancien président élu, Jovenel Moïse. Mais mon point de vue demeure que des élections doivent avoir lieu, la classe politique haïtienne doit s'organiser et je pense que les élections peuvent se faire, même en temps de guerre. Moi, je suis pour... Par exemple, j'ai vu la dernière note de blog de Jean-Luc. Maintenant, dès qu'un insoumis est à la radio, on lui dit « Mais il y a la guerre en Ukraine et vous demandez des élections ?» Oui. Même en situation difficile, on peut faire des élections. Et justement, il faut un peu de légitimité politique pour sortir des situations difficiles. Et là aussi, c'est un cas typique où les phénomènes ne sont pas humanitaire ou seulement mémoriel, mais politique, directement politique. Oui, il y a une volonté actuelle d'organiser des élections en Haïti en novembre. Et donc l'idée était, puisque en Haïti, il faut savoir que Ruth parlait de l'analphabétisme, il y a aussi un gros problème d'état civil. C'est-à-dire il y a des centaines de milliers de gens qui n'ont pas d'existence civile, qui n'ont pas de carte d'identité, qui ne sont répertoriés nulle part. Et donc il y avait une volonté d'à la fois faire en sorte de répertorier tous les citoyens haïtiens et de faire en sorte que ceux qui ne peuvent pas voter à Port-au-Prince, des bureaux soient organisés en dehors de Port-au-Prince de manière délocalisée pour que tous les Haïtiens, un maximum en tout cas, puissent voter et que un président élu et ensuite un gouvernement et une Assemblée nationale, un Sénat, puissent prendre des décisions. Actuellement, c'est un conseil de transition. Nous avions rencontré Leslie Voltaire qui était... jusqu'en mars, le président de transition, et lui-même nous disait ne pas se sentir légitime pour prendre un certain nombre de décisions, et notamment sur ce sujet-là de la rançon et du bicentenaire, parce que personne n'est élu actuellement et que l'État est totalement défaillant. Quand vous regardez les images des gangs à Port-au-Prince, la violence est telle que les ministères sont devenus des camps de réfugiés. Dans les ministères, vous avez des déplacés, il n'y a plus aucun service public qui fonctionne. C'est un pays, on en parle évidemment moins que Gaza, puisque la Palestine et le génocide à Gaza est le pire crime qui puisse actuellement exister. Et puis à Gaza, l'aide humanitaire est bloquée. Il y a un blocus humanitaire depuis 2007. À Haïti, il n'y a rien de comparable, c'est-à-dire politiquement, situation totalement différente. L'aide humanitaire n'est pas bloquée, les ONG ne sont pas bloquées, même si il est très difficile d'y accéder, parce que là, l'aéroport Toussaint Louverture est fermé. Mais c'est une situation humanitaire qui est totalement oubliée, avec plus d'1 million de personnes en situation d'insécurité alimentaire très grave, 5 millions qui sont en insécurité alimentaire, mais 1 million en situation catastrophique, des violences sexuelles généralisées à Port-au-Prince commises par les gangs, des millions de gens qui sont plus d'1 million de déplacés. L'année dernière, vous avez 5000 personnes qui ont été tuées par les gangs, selon les Nations Unies. Bref, l'ONU parle aussi de cataclysme humanitaire. Donc là, l'urgence, dans le moment, c'est évidemment de répondre à la situation humanitaire sur les besoins essentiels et d'assurer à tout le monde ses droits fondamentaux en matière de santé, d'alimentation, d'éducation. Mais plus largement, comme disait Néhémie, de changer de situation politique, puisqu'il faut qu'Haïti puisse avoir des autorités légitimes et souveraines pour prendre des décisions et pour que le peuple haïtien puisse être écouté dans la situation. Je vais juste rajouter que ça fait aussi partie du militantisme qu'on doit continuer à avoir ici,
puisque comme Néhémie le disait tout à l'heure, on est toutes et tous ici des militants politiques et on doit aussi, dans l'international, pouvoir continuer à revendiquer la tenue d'élections légitimes en Haïti. Pour ça, au sein de la communauté haïtienne de France, il y a un mouvement très récent qui s'appelle Nous Bouquet, dont la représentante est avec nous aujourd'hui, et je l'en remercie beaucoup, Farah, qui a organisé une marche le 22 mai, tu me corrigeras, mars, qui a réuni plus de 15 000 personnes, du jamais vu en France ou ailleurs d'ailleurs, pour militer pour Haïti. Donc ça fait aussi partie des revendications qu'on doit continuer à porter, qu'on soit à la France Insoumise ou de la gauche de manière globale, dans ces revendications internationales, puisque pour nous en France, la déstabilisation en Haïti a un impact sur la région. Et dans la région Caraïbe, on a les Outre-mer. Les Outre-mer qui sont confrontés à des défis de leur territoire, qui sont quasi similaires, à l'exception des gangs, à ce qui se passe en Haïti. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si Haïti tombe, on ne fait rien, on ne bouge pas pour qu'à un moment donné, des élections légitimes, des élus avec un mandat puissent siéger, prendre des décisions, et que ce sont les gangs qui prolifèrent sur l'ensemble du territoire et qu'on a finalement un État livré au narcotrafic, ce qui veut dire que Haïti est à 900 km de Saint-Martin, en fait, donc de la France. Donc, ce qui veut dire une prolifération de la drogue dans nos Outre-mer. Et ça, ce n'est pas possible, puisque la violence dans les Outre-mer, on n'en parle pas beaucoup non plus, mais atteint parfois son paroxysme. Et dans la région, il faut vraiment veiller à ce que on retrouve une stabilité en Haïti, pour le bien-être, bien entendu, des Haïtiens, mais aussi pour la région Caraïbe, dont nous, Français, avons aussi des territoires. On va s'arrêter là. Une dernière remarque, une des prises de parole me faisait me rappeler tout à l'heure, tu parlais des fonds qui ont été gérés par des expatriés qui n'ont pas été gérés par les Haïtiens et qui ont tout de même été un échec. Tu parlais de Bill Clinton et René Préval qui ont géré les centaines de millions de dollars après le séisme de 2010. Il y a un film très beau qui s'appelle Fatal Assistance de Raoul Peck, qui est un réalisateur haïtien, ancien ministre de la Culture d'Haïti, sur tout le détournement de fonds, tout l'argent qui a été détourné à cette époque et tout le néocolonialisme qui a été mis en place et qui a conduit à ce qu'on parle ensuite de la République des ONG, c'est-à-dire un endroit où finalement l'État ne contrôle presque plus rien et tout est sous-traité à des ONG internationales et à des étrangers. Voilà. Merci beaucoup à tous et à bientôt.